Aujourd'hui, on va parler avec Pierre Chaillot et moi-même, Jérémy Mercier, de la recherche, à la recherche de la vérité. Est-ce que tu peux nous rappeler, Pierre, qui tu es et d'où tu viens? Alors oui, moi je suis statisticien, donc sur Cara, j'ai déjà été interviewé quelques fois, donc il doit y avoir quelques personnes qui savent qui je suis. Donc je suis statisticien français et j'ai une petite chaîne YouTube qui s'appelle Décoder l'écho, qui doit tourner depuis presque maintenant 10-15 ans, où je parlais initialement d'économie, donc c'est pour ça que ça s'appelle Décoder l'écho et pas Décoder les Covid. Mais je me suis plutôt fait connaître à partir de l'escroquerie covidienne, où j'ai commencé non plus à faire de l'économie, mais plutôt de la démographie. Voilà. Et toi, Jérémy, tu viens d'où? Alors moi, je suis français également, je suis éducateur en santé, je suis ravi d'être ici en Suisse aujourd'hui. Et donc moi, ce qui m'a intéressé au début, alors je suis chimiste de formation à l'École normale supérieure de Lyon, et après j'ai fait un doctorat en recherche environnementale. Et au début, ce que je voulais comprendre, c'était les enjeux environnementaux. Et j'ai eu de grosses désillusions pendant ma thèse où j'ai découvert l'arnaque d'une grande partie des thématiques environnementales qui étaient présentées comme comment dire, en particulier autour du changement climatique, puisque ma thèse était sur les agrocarburants ou les biocarburants, comme on les appelait à l'époque. Et j'ai découvert donc l'arnaque de pas mal de sujets autour de ces thématiques environnementales. Et c'est là que j'ai aussi été confronté à la puissance des lobbies. Et donc j'ai bifurqué en ayant en tête qu'il y avait quand même de sacrés problèmes au niveau environnemental, et je me suis beaucoup intéressé à la santé puisque j'avais fait le choix à l'époque, il y a 16 ans, de devenir végétarien pendant ma thèse, et ça m'a amené à explorer à fond les thématiques de santé et donc à faire déjà avant l'épisode Covid pas mal de vidéos sur la santé. Et puis quand Covid est arrivé, là ça a été entre guillemets l'explosion, puisque j'ai pas arrêté de dénoncer le truc depuis le début, en découvrant au fur et à mesure que peut-être je me plantais aussi sur certains points. Donc j'ai affiné, et tu fais partie des gens qui m'ont aussi inspiré à affiner cette compréhension, et toujours dans cette quête de recherche de la vérité. Voilà. D'ailleurs, c'est intéressant sur ta thèse, parce que quand tu fais une thèse, tu n'es pas tout seul. Non. Il y a d'autres thésards avec toi qui sont confrontés aux mêmes données, à la même recherche. Et comment se sont comportés les autres thésards qui étaient avec toi, et parce que toi tu as découvert que ça n'allait pas, le récit n'allait pas. Pourtant je suppose que quand tu fais une thèse en environnement, on attend quand même de toi un certain résultat, enfin un certain discours. Et donc toi du coup tu considères que ça ne va pas, donc ta thèse tu l'orientes d'une certaine manière, je suppose. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Et puis aussi qu'ont fait les autres thésards? Alors moi je suis arrivé, donc ma thèse était à l'Imperial College à Londres. Et j'avais décidé d'aller là-bas parce que je savais qu'il y avait plus de transdisciplinarité que ce qui se faisait en France. Et donc j'étais très enthousiaste sur les biocarburants, que j'appelle agrocarburants. Dès le premier chapitre de ma thèse, j'explique pourquoi le terme biocarburant, je ne veux pas l'utiliser parce que ça engendre de la confusion. Les gens peuvent imaginer que ça vient d'agriculture bio ou des choses comme ça. Alors c'est un peu moins le cas en anglais, parce qu'on dit organique plutôt que bio, mais n'empêche qu'il y a quand même une confusion, et je voulais absolument l'éviter. Je voulais avoir un terme neutre parce qu'il s'agit de carburants issus de ressources agricoles, tout simplement. Là c'est parfaitement neutre pour moi. Et donc j'étais naïf sur les agrocarburants à ce moment-là. Et j'ai mis à peu près 6 mois pour comprendre. Je me suis dit, dans quoi je me suis embarqué là? Oui. J'ai compris vraiment l'arnaque et le fait que c'était présenté comme une alternative verte, écologique, le futur, etc. Et je me suis rendu compte que en fait, si on s'en tenait aux impacts environnementaux stricts, il n'y avait pas de bénéfice, voire même, ça pouvait être même pire que les carburants fossiles qu'ils étaient censés remplacer. Donc pour moi, c'était vraiment une grosse claque. Et quand j'ai commencé à en parler autour de moi, les gens n'étaient pas forcément... Il n'y avait pas beaucoup de thésards qui étaient spécifiquement sur les agrocarburants autour de moi. C'était un centre de environmental policy, de politique environnementale. Et il y avait plein de thématiques autres, agricoles, électricité, etc. Donc il n'y avait pas beaucoup de thésards sur les agrocarburants. Mais la plupart, de toute façon, ne voulaient pas vraiment ouvrir les yeux. Et puis il y a beaucoup de chercheurs, par contre, qui étaient sur mathématiques, et qui eux étaient financés par l'industrie, par des ministères britanniques, etc., qui attendaient des conclusions. Et donc en fait, ils faisaient pas un travail de chercheur, ils faisaient un travail de consultant. Et ça, c'est ce qui m'a choqué, mais horriblement. Moi, je me suis dit, je suis en thèse, je suis censé faire un travail de recherche indépendant, objectif. Et autour de moi, je voyais pas ça. Et donc j'étais très isolé. La chance que j'avais, c'est que mon directeur de thèse, c'est un avocat canadien hyper sympa qui m'a fait confiance, qui n'était pas vraiment un scientifique de formation, mais il m'a fait confiance. Il m'a dit, Jérémy, si tu sens que ta voix elle est juste, t'y vas. Peu importe ce que les autres te disent. Et ça m'a beaucoup guidé, et ça fait que je suis allé au bout de ma thèse non sans difficulté. Alors j'ai eu des menaces et des pressions pas possibles de ma fondation française qui finançait mon travail. À un moment, je me suis même dit, ils vont me buter, quoi. Enfin, j'allais tellement pas dans le sens de ce qu'ils racontaient. Et je me souviens que la représentante de Total à l'époque, lors d'une réunion à mi-parcours, elle m'a hurlé dessus, elle m'a insulté de tous les noms, parce que ce que je disais n'allait pas dans le sens de ce que voulait Total.
Donc j'étais bien stressé pendant un petit moment. Puis après, je dis, allez, c'est pas grave, j'y vais. Et puis, je suis allé au bout. J'ai eu ma thèse. De toute façon, c'est pas Total qui me donne ma thèse, hein, c'est l'université où j'étais. Et puis, je l'ai eu sans problème. Donc voilà. Mais après, cette confrontation au lobby et puis au milieu de la recherche académique m'a quand même bien secoué. Et ça m'a déniaisé d'une certaine manière. Et donc, à cette même période, j'ai changé mon alimentation. C'est ça qui, après, m'a amené sur la santé. Et là, j'ai vu que c'était pire encore, peut-être, puisque quasiment chaque sujet de santé que j'explore, c'est une arnaque derrière, en fait. Donc voilà. Et dont évidemment l'épisode 2020-2023, c'est une énième arnaque dans la thématique de la santé. Et c'est ce qui était bien. Du coup, on va rebondir avec toi ce que tu as fait. Comment toi, peut-être, t'es arrivé à te dire, là, il faut que je m'empare du sujet Covid. Tu as commencé vers 2020. Moi, je t'ai découvert au moment où il y a un article de fact-checking dans Libération qui est sorti, l'Aberration, hein, pas Libération, l'Aberration. Et ils ont fact-checké ta vidéo qui était excellente sur la comparaison entre Covid et grippe. Et qu'est-ce qui t'a amené à toi de poser cette question Alors oui, ce qui est assez intéressant, donc tu viens de nous parler de ton parcours à la recherche de la vérité, donc on voit d'où ça vient. Et puis, je trouve ton histoire est intéressante parce que ça met en perspective, dès ton arrivée à la thèse, tu découvres ce qu'est le monde de la recherche en réalité. Et donc ça, du coup, tu tombes dedans quand même assez jeune et tu découvres ce qui se passe, c'est l'envers du décor. Donc, alors je l'ai déjà raconté, mais moi, la première bataille, c'est février 2020. Donc la chaîne, je l'ai dit, elle existe depuis une dizaine d'années. La recherche de la vérité, moi, ça a démarré plutôt sur l'économie. Moi, j'ai une formation de statisticien en école d'ingénieur de statistique et j'ai bouffé la théorie, ce qu'on appelle la microéconomie, la macroéconomie, les théories économiques et j'aimais beaucoup ça parce que la microéconomie, ce sont des mathématiques appliquées. Donc voilà, il y a des maths, donc ça fait sérieux. On pose des équations, puis voilà, ça fonctionne, on résout les équations. Évidemment, ça a un tout petit défaut, c'est que ça correspond absolument pas à la réalité. C'est ça. mais ce qu'on nous apprend à l'école, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, tout ça. Et j'ai découvert sur mon premier poste à l'INSEE, en tant que chargé d'études, que toutes les statistiques qui étaient à ma disposition pour étudier l'économie des territoires notamment, montraient que tous les grands principes qu'on avait appris à l'école étaient faux. C'est-à-dire que ça s'applique absolument pas à la réalité. Les territoires français qui sont riches, notamment à l'ouest, sont des territoires qui ne sont pas du tout ouverts sur l'extérieur, sur lesquels il n'y a pas de grandes entreprises, il n'y a pas beaucoup de grands diplômes, c'est plutôt des moyennes entreprises avec des gens qui ont plutôt un niveau de technicien. En termes économiques, c'est un monde restreint, ils ne font pas d'exportation extrêmement peu, alors que c'est des territoires extrêmement riches. Et puis là, j'ai travaillé dans le Nord-Pas-de-Calais où il y a des très grosses entreprises, il y a on promeut les très hauts diplômes et du coup, il y a une grosse différence avec d'un côté des très hauts diplômes et puis des gens qui n'en ont pas du tout. Mais alors, il y a un taux de chômage énorme, un taux de pauvreté énorme, il y a un niveau d'exportation qui est énorme, il y a énormément d'échanges avec l'extérieur. Et donc voilà, on a des territoires riches de l'ouest de la France qui ne correspondent pas du tout aux standards de ce qui est attendu comme étant voilà, un territoire qui fonctionne bien. Et puis on a un territoire extrêmement pauvre et sinistré qui lui correspond au standard. Donc ça fait bizarre quand même. On est confronté à cette réalité. Et puis je tombe dans la crise, je démarre ma carrière du coup, c'est la crise de 2008, la crise économique de 2008. Voilà, où on explique qu'il y a des méchants grecs qu'on fait des mauvaises choses et qu'on fait s'écrouler l'économie. Donc évidemment c'est pas du tout ça. Mais moi ça me pose des questions. Et ça me fait me demander comment est arrivée la crise. Je lis beaucoup à ce moment-là, j'essaie de comprendre les mécanismes économiques et je découvre l'arnaque de la dette notamment, ce qui où je tire la manche de tout le monde au travail et en dehors pour dire mais c'est ce qui se passe, c'est pas du tout ce qu'on nous raconte, et c'est pas comme, enfin la dette c'est pas du tout ce qu'on nous raconte, il faut en parler, etc. J'écris même des papiers au sein de l'Institut sur le PIB, etc. qui sont relus par les pairs et diffusés. Et qui sont acceptés ces papiers? Oui, on a une assez grande liberté quand même. C'est juste qu'on n'est pas nombreux à sortir du moule, tout simplement. Mais quand on sort du moule et que le travail est sérieux, on est publié, il n'y a pas de problème. Et c'est là que je fais une vidéo sur ma chaîne sur l'arnaque de la dette, où je commence à la travailler. C'est ma première découverte que voilà, tout ce qu'on nous raconte d'un point de vue théorique en économie, c'est entièrement bidon. Pourquoi? Parce que les hypothèses initiales sont fausses, tout bêtement. Les hommes ne se comportent pas comme des robots qu'on pourrait manipuler comme ça et qui considèrent que tout a un prix. Enfin, voilà, toute la théorie initiale est fausse, mais on a besoin des hypothèses initiales qui simplifient le réel pour faire des équations. Et comme on a des équations,
Ça fait sérieux. Ça fait sérieux. Et les gens pensent que voilà, on a résolu l'économie. Plus on applique les préceptes économiques de microéconomie, pire c'est pour les gens, mais c'est pas grave. Voilà, c'est comme le médicament, un médicament théorique qui est censé fonctionner. Voilà, on rend malade les gens, plus ça va, plus ils sont malades, mais c'est pas grave. Après, ça ira mieux. Oui, tout à fait. Le deuxième passage me concernant, c'est la lecture de La stratégie du choc de Naomi Klein, qui est vraiment aussi un déclencheur incroyable. Où du coup je pense que j'ai dû le lire en 2017, un truc comme ça, où ça ajoute, j'avais déjà compris du coup l'arnaque économique, la pression économique que mettait le rôle de l'école de Chicago, enfin tout un tas de choses, sur la théorie économique, comment ça tenait le monde. Bon, la stratégie du choc arrive et impose quelque chose de nouveau. Donc je continue les petites vidéos et février 2020, je publie la vidéo qui s'appelle l'arnaque du coronavirus qui va payer, point d'interrogation. Ah oui, ok. Et donc tu étais encore sur la partie économique du coup là, mais de la crise présentée comme sanitaire. Oui, et du coup je fais un lien avec la démographie en expliquant que quand on est en février 2020, on parle que du Covid dans les médias, ce qui moi m'énerve profondément parce qu'il y a des sujets économiques importants, il y a le chômage, les retraites, il se passe tout un tas de choses. Et il y a des médias qui font où c'est 100% Covid à la télé et nous disent que c'est un virus va ravager l'humanité parce qu'en Chine, il y a 2500 morts en un mois. Et donc je rappelle juste que voilà, tous les jours en Chine, il décède 80 000 personnes, quelque chose comme ça. Donc 2500 morts en un mois quand il décède tous les jours 80 000 personnes, c'est qu'il ne se passe rien. Enfin, on va être clair, c'est un non-phénomène. Et c'est pas possible de faire peur avec des statistiques aussi faibles. Donc je pars juste sur ces états très simples. Et ça va être le début du boulevard qui s'ouvre. Du boulevard qui s'ouvre sur... Enfin voilà, et je fais ça tout du long ensuite. Pendant 2 ans, je rappelle juste ce que sont les chiffres... pour que les gens arrêtent de regarder, il y a Salomon qui fait il y a 300 morts du Covid aujourd'hui, etc. Et je rappelle juste combien il y a de morts en France tous les jours, entre 1500 et 2500 tous les jours. Donc si on annonce 300 morts dans la journée, c'est qu'une fraction des morts d'habitude et c'est tout. C'est aussi quelque chose qui m'avait choqué à l'époque, c'est ce décompte des morts, alors que quand on remet les choses en perspective, c'est un non-phénomène. Et puis c'est ciblé, c'est focalisé sur quelque chose qui ne mérite pas d'être mentionné, sauf quand effectivement on dépasse la mortalité normale, mais cette mortalité normale, ce surplus de mortalité est artificiel, il est créé par la politique en question. Je voulais juste revenir sur un mot, sur un petit truc, tu as parlé de la stratégie du choc. Alors moi j'ai pas lu le livre, mais j'avais vu le documentaire qui a été fait à partir du livre, je crois que c'était en 2015 au moment des attentats à Paris. Et en fait quand j'ai vu ce documentaire, je me disais c'est marrant, on dirait que l'actualité française est inspirée de ce livre et de cette façon de faire. Et là, ça m'a quand même pas mal ouvert les yeux aussi sur comment dire, ce cynisme de la politique, où que ce soit, pas que aux États-Unis, même si les États-Unis sont d'excellents utilisateurs de cette stratégie du choc, mais en France aussi, on a des bons. Ils sont pas mauvais du tout. C'est des très bons élèves, je trouve. Oui, et même si beaucoup de gens connaissent la stratégie du choc, c'est assez intéressant à quel point on a quand même du mal à se l'appliquer à nous-mêmes. C'est-à-dire que d'ailleurs, c'est la deuxième vidéo de ma chaîne qui l'a fait vraiment décoller. C'est quand je publie le vrai danger du coronavirus, la stratégie du choc. Donc là, je la publie quasiment le jour du confinement. Tellement, pour moi, le confinement, c'est le choc de Naomi Klein. Évidemment. Et ça résonne tellement par rapport à ce livre-là que je fais la vidéo dans la journée et je la publie. Ah, ok. Et c'est là d'ailleurs que je découvre la censure. Ah oui, cette vidéo a été censurée? Ah non, shadowbannée, c'est ça plutôt? Alors, elle a d'abord été retirée d'Internet par YouTube. Mais il n'y avait pas de règle coronavirus à cette époque-là. En plus, je dis même pas que le coronavirus n'est pas dangereux. Enfin, je dis absolument rien d'un point de vue médical ou viral. Je dis juste, c'est un choc au sens Naomi Klein. Et il le retire d'Internet et j'écris, je fais une réclamation en disant, je comprends pas. Il n'y a aucune règle que je contreviens aucune règle avec cette vidéo. Et la visibilité de cette vidéo partait mais vraiment dans les tours. On était à 300 000 vues. Tu tapais coronavirus choc, tu étais premier résultat Google. C'était vraiment. Elle était promue parce que comme elle avait du succès, et là elle est retirée. Et quand ils la remettent, elle n'est plus trouvable. Mais sur Google, sur YouTube, même si tu mettais mon nom, tu mettais le nom de la chaîne, tu mettais la stratégie du coronavirus, fallait aller en deuxième page Google pour la trouver. C'est fou, Et du coup, on voit la progression en termes de visibilité. Voilà, c'est viral. Donc on a la courbe en cloche qui monte, ça s'arrête d'un coup et puis après ça repart pas. Bien sûr, ok. Ah super. Moi j'ai découvert la censure de YouTube plus tard en fait, ou même de Facebook aussi. Le lendemain du confinement, j'ai commencé à faire plein de vidéos alors c'était dans mon groupe Facebook privé que je venais de créer, Déconfine ta santé. Bon voilà, je sais pas si le titre est génial, mais bon c'est ce que j'ai trouvé à l'époque, j'ai gardé ça. Et j'ai commencé à faire des lives tous les jours quasiment pour rassurer les gens. Je leur dis mais c'est n'importe quoi ce qui se passe. J'étais abasourdi que les gens obéissent. Au début moi j'ai cru
j'étais naïf, hein. J'ai cru qu'en France, comme les Français n'avaient pas été très motivés par H1N1 à l'époque, en 2009-2010, il y a eu un taux de vaccination très très faible, un des plus faibles d'Europe, je pense, à l'époque. Roselyne Bachelot avait acheté des quantités de vaccins qu'elle a dû refourguer aux Africains sous forme de dons, hein, c'est toujours comme ça. Oui, COVAX. Voilà, c'est le principe COVAX. Le principe COVAX. Bref, donc ça avait été une arnaque qui avait été bien gérée de la part de la population française. Je m'étais dit, ah, résistant gaulois, trop bien, génial. 2020 arrive, je me dis, bah, ça va être pareil. Sauf que la stratégie du choc a été améliorée. et donc, effectivement, le confinement, bah, là, c'était nouveau. Et le discours des médias a fait que les gens ont vraiment eu peur cette fois, sont restés chez eux, se sont enfermés, regardaient la télé en permanence, ils avaient que ça à faire en plus, parce qu'il y avait ce nouveau confinement. Et puis, rapidement, se sont mis à applaudir à leur balcon pour remercier leur bourreau. Enfin, j'ai trouvé ça un délire total, et ça m'a fait beaucoup de peine, ce qui a motivé aussi ma décision de quitter la France lors du deuxième confinement, puisque j'étais prévenu j'étais prévenu un mois à l'avance de la date précise du deuxième confinement fin octobre 2020, alors qu'à ce moment-là, personne ne parlait de ça et personne n'imaginait même qu'on allait refaire ça. On s'était dit, ah bon, on a fait un premier confinement, alors ça n'a pas exactement aplati la courbe dont il parlait en 15 jours, puisque ça a duré quasiment 2 mois le truc, et même pendant l'été, ils nous faisaient peur, ils ont joué sur les peurs des gens en les remasquant, ils ont même réussi, et ça c'est un coup de génie je trouve, d'avoir fait croire qu'il y avait une pénurie de masques pour que les gens les réclament eux-mêmes, qu'ils se musellent eux-mêmes. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et puis c'était grossier pour moi, et je comprenais pas que ça n'apparaisse pas comme grossier pour les autres. Et donc bref, j'ai quitté la France pour l'Estonie fin octobre 2020, puisqu'à ce moment-là c'était un des pays accessibles les plus libres en termes de Covid. Je ne regrette pas du tout cette décision. Mais c'est vrai que ça m'a permis aussi, c'était l'objectif, c'est d'avoir plus de temps pour pouvoir m'occuper de cette recherche de vérité, parce que je me suis dit, si je suis tous les jours confronté à la bêtise du système, à devoir protéger mes filles de ce totalitarisme, j'aurai pas le temps de faire ce que je veux faire. Donc je me dis, en Estonie, je vais pas être emmerdé, et je vais pouvoir faire mes recherches et passer du temps là-dessus, et parce que c'était pour moi ce qui est le plus important, et ça me permettait aussi évidemment de faire en sorte que mes filles aient une expérience super agréable quand même pendant cette période estonienne. Donc ça c'était et je pensais naïvement encore une fois que plein de gens allaient faire ça, mais pas du tout, pas du tout. C'est une infime minorité des gens qui ont quitté la France ou qui ont cherché un endroit plus sain et moins délétère. Mais non, c'était une toute petite minorité. Et parmi les gens que j'ai rencontrés en Estonie, il y avait une famille qui avait quitté la France. Et eux aussi, ils pensaient que toute l'école, les gens allaient refuser les muselières pour les enfants. Évidemment, les petits de 6 ans, etc., les gens allaient se rebeller. Non, pas du tout, personne. Donc c'est les seuls qui avaient retiré leur fille et qui étaient en CP pour pas qu'elle soit muselée toute l'année. Et après, ils se sont dit, mais ils sont tous complètement barges, on se casse. Ils sont pareils, ils sont allés en Estonie aussi. Mais c'est un exemple infime, c'est anecdotique, c'est très très peu de gens. Du coup, tu viens de parler il y a 2 grosses difficultés de la recherche de la vérité. La première, c'est de faire face au prétendu consensus. C'est-à-dire que quand on est en recherche de la vérité et qu'on se rend compte qu'on nous raconte des conneries, on fait face à une grosse résistance qui est naturelle de la part des gens qui se disent mais voilà, c'est trop dur, on peut pas croire à tout ça. Ça, à la limite, c'est pas très grave, mais en fait, on est confronté à une censure. On est shadowbanné, nos chaînes sont fermées. Il se passe tout un tas de choses comme ça, on a des pressions terribles. Pour le fait, et puis aussi sur la vie personnelle, c'est-à-dire d'être confronté à une autre réalité. Toi, vu que tu as ton entreprise, tu pouvais partir aussi tout en conservant une certaine activité. Moi, par exemple, qui dépend de mon employeur, en l'occurrence l'État français, c'est plus compliqué de partir, ou alors faut tout perdre. Et même pour les enfants, c'est-à-dire que nos enfants, par exemple, nous on était contre les masques évidemment, mais ils sont à l'école. Par exemple pour les masques, il était assez facile de trouver des médecins en France. Alors pour se faire vacciner, ça on trouve, ils voulaient tous vacciner. Mais pour les masques, il y avait beaucoup de médecins qui n'étaient pas fans de l'idée de masquer les enfants. Et c'était assez facile en France de trouver un médecin qui faisait un certificat médical pour asthme ou n'importe quoi, mais pour que l'enfant ne porte pas de masque. C'était assez facile. Je suis d'accord, mais moi j'ai eu ce genre de certificat, mais à l'école ils n'en voulaient pas. Ils estimaient que le contexte de cette plus grave pandémie depuis un siècle faisait qu'on allait outre la décision du médecin. Enfin, c'est incroyable. Mais même, nous on était dans une école qui pouvait l'accepter, mais sauf que nous on a demandé à nos enfants, parce que ne pas porter le masque, c'est être identifié. Ah, bien sûr. Et donc ça met même un enfant qui est assez jeune en primaire
être identifié dans la cour comme être celui qui ne porte pas de masque à une époque où tout le monde est stigmatisé, c'est-à-dire que les enfants se prennent des remarques de la part des parents tous les jours parce qu'il faut qu'ils portent le masque pour pas ramener le virus à la maison. Si toi tu mets le tien qui n'a pas de masque, donc nous on a demandé à nos enfants, on leur a dit vous avez le choix, c'est assez facile, on peut vous trouver un certificat médical et vous n'aurez pas le masque à la maison, mais vous serez tout seul. Donc on a rassuré nos enfants en disant il se passe rigoureusement rien si ce n'est que les gens sont fous et que ça se traduit par... Ça va quand même déjà. Oui, ça se traduit par le port du masque. Donc voilà, vous ne tuerez pas votre grand-mère en lui rendant visite, ce qui est l'objet de notre conférence, ce qui était l'objet de notre conférence. Mais du coup on a rassuré nos enfants en disant voilà, il faut que vous ayez conscience que les gens sont fous, ils ont peur, il faut qu'on porte des masques, ça sert rigoureusement à rien. Mais vous avez le choix, soit vous allez vous distinguer, ce qui n'est pas facile d'assumer quelque chose de différent, soit dans ces cas-là vous portez le masque, vous l'enlevez dès que vous pouvez, vous repérerez qui sont les profs, les instits qui s'en fichent et vous vous arrangerez avec ça. Mais voilà, on vous mettra, vous ferez semblant, mais vous ferez comme les autres. Mais en fait, chez les enfants, il y en avait certains qui répétaient ce que disaient les parents et qui étaient vindicatifs. Et d'ailleurs, beaucoup d'enfants qui posaient des difficultés scolaires se sont trouvés un rôle à devenir tout d'un coup les matons des autres. Ça leur a donné un petit pouvoir de dénoncer ceux qui portaient pas le masque. Le cancre capot. Exactement. Il s'est passé des choses comme ça. Mais au niveau des petits, beaucoup s'en fichaient, assez rapidement s'en fichaient, le mettaient en dessous le nez, etc. Okay. Voilà. Mais nous, on leur a laissé le choix. Et du coup, nos enfants ont plutôt fait le choix de faire comme si. Même si, voilà, ils trichaient, enfin, le masque, ils arrêtaient le gel hydroalcoolique. Parce qu'il y avait aussi le gel hydroalcoolique. Je sais. Qui est pire que les masques, parce qu'il y avait des enfants qui avaient les mains défoncées. C'est ce qui arrive à ma fille, elle en a mis une fois, et ça lui fait vraiment, elle avait des plaques sur les mains, et donc il a fallu qu'elle se batte, enfin qu'on se batte pour que les profs ne lui en foutent pas sur les mains. Il y en a qui voulaient vraiment leur mettre, il y avait un rite d'ablution avant d'entrer en classe qui était nécessaire. Ça a été, quand j'ai vu le niveau de bêtises crasse, malheureusement, des profs qu'avait ma fille aînée qui rentrait en 6e à ce moment-là, je me suis dit, mais je peux pas me battre contre ça, c'est pas possible. Et en plus de ça, les parents autour réclamaient que les profs vérifient bien tout. C'était insupportable. On a eu des exemples assez fous. Oui, il y a un prof de français qui était au demeurant et qui était exceptionnel en termes d'enseignement. Du coup, ça c'était sympathique, mais qui a dit aux enfants à ce moment-là, de fils qui était en 6e, que le masque il fallait le porter parce que c'était une question de vie ou de mort. Voilà, et il a pris comme exemple, vous vous rendez compte, l'année dernière, il y a Kevin qui a perdu son grand-père. Enfin, sur un collège de 600 gamins. C'est-à-dire que voilà, un gamin qui perd son grand-père dans un collège, ça doit arriver une fois de temps en temps, quoi. Mais voilà, il y a une déconnexion totale entre le virus est dangereux parce qu'il y a un gamin qui a perdu son grand-père. Enfin, voilà, on en était là. C'était vraiment dingue. En tout cas, moi, ce qui m'a motivé après, c'était de parler autant que je pouvais de ces histoires-là, après de commencer à faire des recherches avec Denis Rancourt et puis d'avancer sur la compréhension de l'événement et de voir ce qui était naturel, ce qui était artificiel dans la mortalité et puis de se rendre compte assez rapidement que c'était une escroquerie sans nom. Et après, moi j'ai beaucoup aimé t'avoir plusieurs fois dans mon émission Science sans conscience que j'animais pour Réinfo Covid à partir de début 2021. Et il y a un moment où je me suis dit, c'est très bien de critiquer ça, mais il y a un truc qui est encore plus fort, et c'était le sujet de la conférence qu'on a faite ensemble il y a quelques jours, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de nous mener en bateau avec cette histoire de virus? Et l'idée d'ailleurs, je remercie Denis Rancourt pour ça, c'est lui qui m'a motivé à lire Virusmania, c'est un livre écrit par 4 personnes, Klaus Köhnlein, Thorsten Engelbrecht, Samantha Bailey, qui est une médecin néo-zélandaise dont j'adore les vidéos, et Stefano Scoglio, que j'ai invité, c'est un Italien, on a fait une émission avec Jean-Jacques Rêvecoeur et lui en novembre 2023, je crois. Bref, donc ce bouquin pour moi était un vrai gros choc et il m'a permis, moi personnellement, de me dire qu'en fait, cette notion de virus elle-même est problématique. Voir la maladie de cette façon-là, ça permet de ne pas se poser de questions, de ne pas se poser les bonnes questions en tout cas. Et c'est là que j'ai compris que c'était un piège dans lequel s'était enfermée une grande partie de la résistance. Et ce qui m'a fait énormément plaisir, c'est que toi, tu étais dans ce piège-là un moment et tu en es sorti. Et on n'est pas très nombreux en fait à être sortis de ce piège. Et c'est pour ça que j'ai envie qu'on en parle plus de ce sujet parce que il est fondamental. Alors même si on ne peut pas avoir des certitudes absolues sur les mécanismes, comment ça se passe, etc. Ce qu'on peut dire, c'est que ce qu'on a appelé Covid, ça n'a rien à voir avec un virus. Ça n'est pas le sujet. Et j'ai envie de dire même, focaliser sur la pandémie de Covid, c'est nourrir
le récit dominant de il s'est passé quelque chose de très grave, il fallait soigner les gens, ils l'ont mal fait, ils sont pas compétents, etc. C'est pas ça. C'est un coup politique, c'est un coup d'État, ça n'a rien à voir avec la santé, ça n'a rien à voir avec un virus. Et ça, c'est vraiment un message que je veux porter de plus en plus parce qu'il me paraît essentiel. Autrement, on se fourvoie complètement et puis on devient l'opposition préférée des autorités, j'ai envie de dire, dans ce discours-là. Tout à fait. D'ailleurs, on est en train de parler de la recherche de la vérité, et ça, c'est un frein dont on n'a pas encore parlé, c'est-à-dire le frein de l'acceptabilité. Il y a aussi des gens qui parlent de fenêtre d'Overton, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de résistants pour qui c'est beaucoup trop loin, ils ne veulent pas en entendre parler, il y a bien eu un Covid, il y a bien eu un virus. Voire même, ça discréditerait la résistance que de parler de ça. Et ça, c'est le deuxième niveau, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de résistants, même de médias résistants, qui refusent d'en parler parce qu'ils ne veulent pas discréditer la résistance en disant ça va trop loin, ça les gens n'y adhéreront pas. C'est-à-dire qu'ils portent des limites à la vérité. Et la vérité devient, non, c'est plutôt l'acceptabilité qui compte. C'est ça. Et c'est-à-dire, on a quand même beaucoup de groupes de résistants qui se sont plaints que les gouvernements fassent un consensus et parlent d'un consensus scientifique et qu'il fallait démonter ça parce qu'il fallait discuter. Mais il y a un gros groupe de résistance a décidé qu'on allait faire un consensus de la version alternative qui est la bioweapon inventée en Chine. Alors le fameux virus extrêmement tueur mais asymptomatique quand même. C'est ça. On n'arrive pas à voir qu'il s'est passé quelque chose. Mais quand même. Et d'ailleurs, ce qui me pose un énorme problème, c'est-à-dire qu'ils préparent le coup pour la prochaine fois. Parce qu'ils disent, ce bioweapon-là n'a pas fonctionné, mais attention, le prochain coup, le virus X, la grippe aviaire, ce sera terrible, et du coup, il faut se méfier. Et d'ailleurs, donc il faut lutter contre les laboratoires P4 qui créent des bioweapons, etc. Alors qu'il n'y en a pas de trace. On leur présente le fait qu'il n'y a pas de trace de ça, que tout le monde est tombé malade en même temps, ce qui n'est pas impossible qu'il y ait une transmission, par exemple, ce genre de choses. Je commence à voir des choses sur Twitter où ils commencent à dire oui, du coup, ça veut dire qu'ils ont lâché le virus partout dans le monde en même temps. Ça y est. Il faut trouver on repart sur des raisonnements circulaires où on ne va jamais se confronter à la vérité. Ils ont donc lâché des virus asymptomatiques partout en même temps sur la planète. Donc, quand même des gros moyens pour lancer le virus asymptomatique. D'ailleurs, je suis toujours en Covid asymptomatiquement, je précise. Tout à fait. Mais ça, c'est presque un de nos plus gros freins, je trouve. C'est-à-dire que la résistance se met finalement… S'auto-censure et du coup copie humainement le mécanique en face. Exactement. Ce qui moi me fait penser quand même qu'en face, il y a peut-être des gens qui pensent, on va dire, qui réfléchissent au coup d'une certaine manière, mais que l'écrasante majorité de la partie… des gens dans les médias, des politiques, etc., ne comprennent rien. Et sont juste en train de réagir de manière grégaire pour protéger un narratif qu'ils appellent consensus. Ils pigent rien, ils se cachent derrière des scientifiques en blouse blanche. C'est exactement ça. Mais la résistance, du coup, fait la même chose sur un autre consensus. Ce qui, finalement, annule complètement toute recherche de vérité, une fois qu'on s'est plus ou moins mis d'accord de manière démocratique, je ne sais pas trop comment d'ailleurs, pas trop démocratique d'ailleurs, sur une version alternative à laquelle il faut adhérer de manière définitive. Alors après, moi je trouve aussi que et derrière tout ça, il y a une démarche personnelle de recherche de vérité qui prend un certain temps et tout le monde c'est comme la maladie, elle se déclare pas tout de suite selon là où les gens en sont, comme les scorbut, il y a des gens qui tombent malades puis après d'autres et puis c'est pas parce qu'il y en a un qui est tombé malade que les autres tombent malades, c'est pas lui qui est responsable des autres maladies, mais en tout cas dans cette recherche de vérité, on n'est pas tous au même niveau et ça prend du temps, enfin ça demande des remises en question, ça peut demander des lectures, de regarder des vidéos, se poser, accepter qu'on s'est planté et qu'on a dit des bêtises et que c'est pas grave, l'erreur est humaine, par contre c'est persévérer qui est diabolique. Donc voilà, et moi, je milite pour qu'au moins il y ait un débat qui s'ouvre. Il s'est un peu ouvert dans le monde anglophone. En francophonie, un peu moins. On commence doucement, tranquillement. D'ailleurs, ton livre a été traduit en anglais et préfacé par Sam Bailey, c'est génial. Donc, non, mais moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir qu'en tout cas, ce mouvement prend de l'ampleur. On a fait cette première conférence ensemble début juillet à Nantes. Il y avait pas mal de monde et les gens étaient quand même bien ouverts à ça. Il y avait même des médecins dans la salle et qui étaient vraiment intéressés par le sujet. Donc, il y a un débat qui commence à s'ouvrir. On vient de faire cette deuxième conférence à Aubonne en Suisse, qui était très chouette aussi. Il y en aura peut-être d'autres après, peut-être en Alsace au mois d'août, on verra. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'il y ait ce discours qui puisse exister. Alors, bien sûr, à Nantes, des soi-disant antifascistes ont voulu censurer notre conférence d'extrême droite, parce que parler de virus, c'est extrême droite. Voilà. Remettre en question ça, c'est la définition de l'extrême droite, d'ailleurs, je crois. Bref, le gros délire. Mais en tout cas, ce que je trouve bien, c'est que ce débat, il s'ouvre, les gens sont intéressés, et moi, mon objectif, en tout cas, c'est de semer quelques graines et voir. Il y a des gens chez qui le terrain est complètement stérile, donc il va rien se passer, mais chez d'autres, je pense que ça va pousser de plus en plus.
Oui, et puis on n'est pas réfractaire aussi au fait que quelqu'un nous finisse par nous montrer scientifiquement qu'il a prouvé quelque chose et qu'on a tort. Bien sûr. D'ailleurs, on n'a pas tort, puisque dans le sens où on dit juste qu'il n'y a rien qui a été prouvé correctement, on ne dit pas les virus n'existent pas. D'ailleurs, on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire scientifiquement. C'est juste qu'on dit que les méthodes qui sont utilisées aujourd'hui pour prétendre on a isolé le virus, c'est malheureusement la vidéo de Nexus qui a été proposée, c'est pas scientifique du tout. La démarche n'est pas scientifique, c'est même ascientifique, parce qu'en fait ce sont des postulats de départ où on prend comme hypothèse des choses qui nous arrangent, parce qu'on veut défendre une théorie, et puis ensuite on met en place des techniques que pour aller dans le sens où on s'auto-valide. Et on met pas d'expérience de contrôle, on prétend avoir vu des trucs sans jamais avoir prouvé ce que c'était vraiment. Ce sont des expériences de plus en plus complexes, parce que comme il n'y a rien qui marche de manière naturelle et simple, parce que normalement la base de la science, normalement en science on doit mettre en place des expériences simples et reproductibles pour que chacun puisse les faire, et ça doit marcher. Là ça marche pas, donc on fait des choses de plus en plus compliquées avec des techniques de plus en plus complexes pour uniquement s'auto-valider en permanence. Donc c'est pas une démarche scientifique. Et quelque part ça noie le poisson aussi, parce que comme personne n'y comprend plus rien, on est obligé de faire confiance à la personne avec sa blouse blanche ou son t-shirt, je sais plus quoi. Sa barbe et ses cheveux longs. Répète. Sa barbe et ses cheveux longs. Ah oui, ça. Voilà, voilà, ce côté-là peut rassurer des gens, leur dire non, lui c'est un vrai, là, je comprends pas ce qu'il raconte, mais il a forcément raison. Et ça, c'est terrible. Ça... Oui, et puis tout le monde peut avoir raison sur une certaine partie, c'est-à-dire avoir dit qu'il y avait quand même une panique organisée, bien sûr, qu'il y a Big Pharma qui s'en fout plein les poches. Bien sûr. Là, on est tous d'accord, mais on a le droit d'être aussi en désaccord d'un point de vue scientifique, statistique, même sur la manière d'appliquer la science aussi, les conclusions qu'on peut en tirer. La physique, la chimie qui est utilisée, l'algorithmie aussi. Enfin, on a le droit d'être critique sur tous les aspects. Normalement, c'est que comme ça qu'on progresse. Ouais. Et c'est pour ça que finalement, dans la résistance, je pense qu'il faut revenir à donner cette envie de recherche de vérité, même quand on croit qu'on est arrivé au bout. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se contentent de ce récit alternatif qui plaît complètement aux autorités et qui est très problématique parce qu'il va nous foutre dedans à la prochaine pandémie. Là, c'est clair. Donc, il faut travailler encore et encore un discours qui va donner aux gens dans la résistance, et cette résistance, en plus, elle grandit de plus en plus quand même. C'est quand même génial. Et il faut leur donner envie de, malgré toutes leurs certitudes actuelles, ceux continuer à se poser des questions et toujours être dans cette recherche de vérité. Sinon, ça va être assez compliqué la suite. D'ailleurs, quelque chose qui est assez gênant du côté de la résistance, c'est que accréditer la théorie de la bioweapon inventée en Chine, ça veut dire valider toutes les mesures qui ont été prises. Parce que s'il y a une arme biologique inventée en Chine, responsable de malades et de morts, cela justifie les mesures militaires, guerrières et de guerre qui ont été mises en place ces dernières années. C'est-à-dire qu'on valide le fait qu'il y ait eu un conseil restreint de guerre, avec le « nous sommes en guerre », puisque ça devient une bioweapon, donc une arme biologique, ça justifie le fait qu'on croit qu'il y ait une guerre qui a été mise en place, et donc que toutes les libertés s'effondrent puisque c'est la guerre. Donc on passe en mode agression extérieure, et donc ça justifie tout. Donc vouloir s'enferrer dans cette théorie-là, ça accrédite la totalité de ce qui a été mis en place. Ça veut dire qu'on valide le fait que les autorités avaient raison de faire ce qu'elles ont fait. Absolument. Donc c'est pas une bonne stratégie du tout. Même si on y croit, c'est pas une bonne stratégie. Donc il faut vraiment la critiquer jusqu'au bout. Donc attention vraiment à pas penser qu'il y a eu de l'incompétence de la part des autorités. C'est vraiment le contraire. C'est des compétences extrêmes et une très bonne maîtrise des mesures de torture psychologique. Ils ont appliqué à la lettre la manipulation exactement comment ça doit se faire. Ça a été fait c'est des gens brillants à ce niveau-là. Donc il faut surtout pas croire à l'incompétence, et il faut sortir, je pense, de cette croyance qu'on est en guerre contre un virus. On est en guerre contre le mensonge et une prise de pouvoir hallucinante sur les libertés individuelles. Ça, c'est vraiment, à mon avis, ce qu'il faut retenir de cet épisode. Alors on est quand même en guerre contre la compétence. D'une certaine manière, parce qu'en effet, c'est pas les gens qui nous dirigent sont incompétents et comprennent rigoureusement rien. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont choisis. mais ceux qui sont au-dessus, qui donnent les règles, sont très compétents. Voilà, en dessous, il faut qu'appliquer les règles. Oui, les cabinets de conseil, ils ont compris comment fonctionnaient les gens, comment les manipuler, etc. Mais oui, on a quand même des veaux au niveau de la direction en haut qui attendent juste qu'on leur dise quoi faire parce que eux maîtrisent absolument rien. C'est pas leur rôle là-dedans. Exactement. Ok. En tout cas, voilà. Donc peut-être qu'on peut conclure là-dessus sur ce besoin de recherche de vérité à maintenir ou à relancer.
chez tout le monde et en particulier dans la résistance où il y a déjà cette démarche qui a été mise en place à un moment et qui s'est peut-être arrêtée un peu trop tôt. Je pense que à mon avis c'est le travail de toute sa vie, quoi. En permanence c'est un cap à garder, c'est la recherche de la vérité quoi qu'il arrive. Et je suis entièrement d'accord avec toi et on rappelle que même c'est la démarche scientifique et celle de la vérité, c'est la même chose et c'est une démarche itérative, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête jamais. On est tout le temps en train de se questionner sur ce qu'on croit, sur ce qu'on sait et on ne va jamais s'arrêter. Et c'est pour ça ce qui fait qu'on continue, on continue d'avancer en recherche de la vérité et puis voilà, jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout. C'est passionnant, parfois c'est difficile, ça prend du temps, parfois c'est des claques, mais bon, c'est génial. Moi, oui, c'est génial, je suis d'accord. Partez à la recherche de la vérité.